l'enregistrement. Ok, bienvenue tout le monde. Leçon 3 de connexion. Je vais me mettre en évidence. Ok, leçon 3 de connexion. Dans cette série sur les mitzvot, on est sur le thème des brachot et le pouvoir, la force de la parole. Donc, c'est dans une suite logique, un approfondissement logique de ce qu'on a fait la dernière fois, qui était donner sens à des choses qui semblent être de l'existence pure. J'ai besoin de manger pour exister. Et maintenant, je sais que je mange en fait pour une raison subliminale, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire qui se trame derrière mon histoire. Et maintenant, j'arrive aux leçons 3. Et juste pour nous, pour comprendre la logique de brachot, on va encore une fois prendre quelque chose qui est très basique à l'existence humaine et on va montrer comment chaque geste de la vie juive peut être rempli de sens. Alors, je ne sais pas si vous entendez mes notifications. Vous l'entendez? Oui. Oui. Alors, ni seulement on a une opportunité pour voir que la vie, elle peut être pleine de sens, mais en même temps, on peut... j'ai perdu le fil de ma pensée. Je sais que je voulais dire quelque chose, il s'en est évaporé. Pas grave, je reviendrai. Donc, ces shiurim-là de connexion. Ah oui, deuxièmement, ni seulement on peut donner sens à notre vie, mais surtout si vous avez une communauté qui connaît un petit peu les mitzvot, une communauté traditionnaliste, peut-être elle connaît déjà les brachot. Chaque fois qu'il y a un askara, ils savent l'histoire de faire les brachot. Mais en fait, c'est une opportunité de s'arrêter. Et je pense que plus on pratique, plus on a besoin de se poser la question pourquoi, de s'asseoir avec soi-même et de trouver nos raisons pour vraiment connecter avec ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très dans le thème de leçon 3. Alors, vous avez différentes manières d'enseigner ce leçon 3. Moi, j'ai construit pour ce cours, donc je vous donne un petit introduction. J'ai construit pour ce cours un ordre qui le simplifie pour moi. Il sort de l'ordre du présentation du livre. Il y a certains qui n'aiment pas quand je fais ça, mais pour moi, ça a permis de créer un flow qui fait qu'à la fin, je peux tout résumer. Right. Donc, je coupe juste le micro. Voilà. OK. Ça va permettre de vraiment résumer les choses de manière claire. Si vous voulez, suivez le livre tel qu'elle le propose. Et sinon, je vous propose ici une autre manière. Donc, il y a différentes introductions que vous pouvez donner, notamment introduction. Je vous mentionne ici celles que je ne vais pas utiliser. Elles sont très intéressantes. Introduction de Yehuda Sborovski qui va donner une liste des mots. Elle va donner une feuille avec une liste des mots qui sont la connexion, découragement, la peur, l'empathie, validation, motivation, guérison, blessure. Elle va demander aux femmes, pensez à une chose qui peut accomplir tout ça à la fois. C'est une très, très belle ouverture et les femmes, elles vont peut-être avoir du mal à trouver, on va dire, les paroles. Les paroles, elles ont la capacité de créer réalité comme de la défaire. Donc ça, c'est l'introduction de Yehuda Sborovski. Je trouve que c'est très beau, je ne vais pas l'utiliser. Il y a une autre introduction de Leah Rosenfeld qui a fait une fiche d'échange entre les femmes. C'est comme une petite rabrouta de 5 minutes où chaque femme, elle doit raconter à l'autre un moment où elle s'est sentie appréciée, un moment où elle s'est sentie valorisée, validée. Et chacune doit écouter l'autre. Ça va juste créer une énergie très positive et qui va rentrer dans le vif du sujet de chacun qui s'investit dans cette vie aimerait que ça soit reconnu. Parce que quand on reconnaît, on valide la vie, la vivacité, l'apport qui était fait. Exactement la même chose pour Hachem. Donc, ça, c'est des introductions que je ne vais pas utiliser. Moi, je vais commencer comme ça. J'ai pris ça de Wachorovskaya que j'ai beaucoup aimé. Je vais demander aux femmes de prendre un moment pour noter sur leur téléphone ou sur le papier que je vais distribuer, noter, écrire leur intention pour ce soir. Qu'est-ce que vous espérez accomplir ou en sortir avec ce soir? Le mettre à l'écrit. Alors, j'ai déjà fait cet exercice moi-même et j'ai trouvé ça au début, like, oh non, mais come on.
c'est très, très fort parce que la fait de prendre une pause et d'écrire 2-3 mots de qu'est-ce que tu espères en sortir avec, il y a une tension qui tombe. Tu es très focalisé sur ces 1 ou 2 choses que vous venez d'écrire. Je partage ça avec vous. Maintenant, on va faire cet exercice avec les femmes. Donc, avant de faire cet exercice, j'ai oublié de vous dire, je vais commencer avec l'histoire du Kinos des 6 chocottes qui ont prié les unes pour les autres, en leur disant, bienvenue, on va parler ce mois-ci de la force de nos paroles et plus précisément les brachot et la manière que nous pouvons être très puissantes par les paroles de manière constante et régulière. Et ensuite, on va faire cet exercice. Prenez un moment pour écrire ce que vous avez envie, sur votre intention pour ce soir. Je suis désolée, je t'interromps. Donc, du coup, tu leur dis d'abord le sujet avant de leur demander d'écrire leur intention. Oui, alors je profite pour dégraisser un petit peu, sortir du sujet un petit peu pour dire qu'une chose Dévier. Une chose que j'ai appris ici en France, dans ma communauté particulièrement, c'est que mes premières années, quand j'ai donné cours, merci beaucoup, Matsadeke. Une chose que j'ai appris, c'est que les premières années, j'ai donné comme une espèce de histoire, de blague, de quelque chose qui piquait la curiosité, à la style de Yossi Jacobson. Une fois, j'étais dans son cours d'une rabbinite, Rahabad. Elle a commencé en disant de manière très scolaire, aujourd'hui, on va faire ça. Et quand vous allez sortir, vous allez savoir ça. Maintenant, quand les femmes sont sorties de ce cours, tout le monde pouvait dire de manière très, très claire, d'abord, qu'ils étaient très contents, et de deux, ils sont sortis avec les informations claires. Et j'ai réalisé que c'est pas, ça veut dire, c'est un autre style de communauté, c'est un autre style d'apprentissage, et c'est beaucoup plus gagnant d'être clair, même si ça gâche un petit peu la présentation. Oui, mais en fait... Non, mais tu as raison. Okay. Pour que ce soit carré dans leur tête sur ce qu'elles vont apprendre. Elles sont plus heureuses, en fait. Elles sont plus claires, elles sont contentes qu'elles ont écouté. Et pour autant qu'on cherche de faire des choses super bien présentées, eh bien, oubliez la présentation, vous les dites cash. On va vous parler de ça. Ils sont très contents. Alors, peut-être que Marseille, mais en tout cas, c'est... Voilà, partage. Okay. All right, on revient à notre sujet. Bienvenue à celle qui commence maintenant. Leçon 3 de connexion. On parle des brachot. Je vais commencer avec l'histoire des shluchot pour leur dire, juste pour partager un petit peu de kino, c'est pour leur parler du pouvoir d'une bracha. Et ce soir, on va parler de toutes les brachot dans le sens le plus large, pas que sur la nourriture, mais toutes les brachot. Et je vais leur demander de se poser 2 secondes, d'écrire quelle est leur intention pour ce soir. Une fois qu'elles auront écrit, je vais leur dire, vous savez, des fois, on regarde des souvenirs, des photos, il y a peut-être quelqu'un qui n'est plus là, et on devient très nostalgique. Ça peut être nos enfants qui ont grandi, ça peut être des endroits où on était, où on aurait pu retourner, ou des personnes qui ne sont plus là. On dit, oh là là, que le temps il passe vite. Oh, qu'est-ce que on a été inconscient, on n'a pas réalisé que les bébés grandissent tellement vite. Ou qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé qu'on avait de la chance de les avoir, etc. Donc, on peut devenir nostalgique avec le temps en regardant en arrière, en se disant, dans le moment, j'étais là, mais je n'étais pas là. J'aurais aimé retourner pour être plus présente dans cette expérience. Et ça arrive comme ça dans tous les domaines de la vie. Un des cadeaux du judaïsme qu'Hachem nous a donné, c'est l'exercice de présence, d'être dans le moment, ce qu'on appelle en anglais mindfulness, c'est-à-dire d'être conscient dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Et Hachem, il nous le donne sous forme de mitzvah, qui est un exercice constant, afin de travailler notre capacité de vraiment être ici et maintenant. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être dans l'ici et maintenant? Beaucoup de choses. La peur, l'angoisse, c'est des choses. La peur et l'angoisse, c'est pour le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques secondes, quelques jours, quelques années? Ça peut être la douleur du passé, ça peut être le traumatisme. Et ça peut être la honte, la culpabilité. Encore une fois, c'est des choses du passé. Mais si vous voyez bien, c'est ou le futur ou le passé. Et être ici dans le ici et maintenant, c'est de vraiment se focaliser sur ce qui se passe là à cet instant. Donc, c'était toujours une priorité
ni seulement dans la pratique des mitzvot, mais aussi pour Akadosh Baruch Hu, est quelque chose qui nous apporte et qui nous amène vers une vie de gratitude. Quel rapport entre la pleine conscience et la gratitude? Alors, je vais les laisser proposer leurs réponses et espérons qu'on va les emmener vers, en vérité, quand on est pressé, quand on fait de manière inconsciente les choses, on n'arrive pas à apprécier vraiment. Ça nous arrive d'être très pressé, de ne pas se souvenir, de ne pas se rappeler, de remercier, voilà, ou de ne même pas sentir tout l'investissement qui était mis dans cette chose qu'on profite. Alors, la fait d'être reconnaissant pour ce qu'on est en train de vivre et d'en profiter, c'est-à-dire de chaque étape, reconnaissant pour la terre, reconnaissant pour les fruits, reconnaissant que tout a réussi à pousser et que moi, j'ai la capacité de le manger, de digérer de manière saine, être reconnaissant de chaque étape, de ce que je suis en train de vivre dans l'instant même, fait de moi plus consciente et donc plus une vie, en train de vivre une vie plus imbibée de cette gratitude qui donne valeur à mon expérience. Donc, mon expérience est intensifiée et enrichie par la fait que j'ai pris un moment pour être ici maintenant, de m'en rendre compte et d'être reconnaissante de toutes les étapes qui ont fait que, voilà, comme cette fameuse exemple, quand on était petit, quand on a dit qu'on avait mal au ventre, mon père disait, ben, c'est un bon signe que tu as un ventre. Mal à la tête, c'est un bon signe que tu as une tête. Tu vois, c'est-à-dire de se rendre compte que rien que pour le manger, eh bien, ce n'est pas que la terre et le fruit, c'est aussi la fait que je suis ici aujourd'hui pour le manger, que j'ai la capacité de le manger, que j'ai le moment, que je peux me poser. Merci Hachem. Donc, toutes ces petites réalisations, en fait, ils font d'un petit acte de croquer, eh bien, ils font de ça une richesse d'expériences qui se coïncident dans un instant. Et tout d'un coup, ma vie, elle devient plus intense et plus enrichie. Donc, en gros, je vais vous présenter ma structure de cours sous forme de 4 grandes raisons pour les brachot. D'accord? Et ils vont être numérotés 1, 2, 3, 4. Et à la fin, je vais montrer comment ils flowent les uns dans les autres, presque comme une cause à effet. Et ça sort de l'ordre du chapitre du livre. Donc, bear with me. Ça, c'est number 1. Première raison pourquoi Hachem a tissé dans le quotidien d'un juif des brachot du matin jusqu'au soir, depuis qu'on se lève, jusqu'à ce qu'on se couche, avant qu'on lave les mains ou après qu'on lave les mains ou quand quelqu'un se marie ou quand la vie elle s'arrête, peu importe, on commence un nouveau vaisselle, peu importe ce qu'il y a dans la vie d'un juif, à chaque étape il y a un bracha. Première raison, c'est parce que ça change complètement la qualité de vie d'être présent dans le ici et maintenant. La conscience qui crée de la gratitude, qui crée une vraie intensité et richesse de vie. Et là, je vais les inviter à regarder le texte numéro 1, qui est cité du Kuzari. Qu'est-ce que c'est le Kuzari? Je vous précise, parce que dans le livre, il y a une erreur. Première fois que je vois une erreur, c'est Shandy qui nous l'avait dit, qu'il y a une erreur dans le bio, dans le source du texte. Mais ce n'est pas de leur faute parce qu'il y a une vraie différence d'opinion de où vient le Kuzari. Alors, je vous donne un petit peu d'informations. Peut-être qu'on ne va pas tout dire à nos femmes, ce n'est pas grave. Le Kuzari est écrit, on ne sait pas pour sûr, mais probablement il est attribué à Rabbi Yehuda Halevi, qui était poète, grand maître de Torah, Paitan, Mekoubal, etc. en Espagne. Maintenant, il raconte sous forme de dialogue une conversation d'échange entre un rave et un roi de Khuzar. Donc, est-ce que le récit du Kuzari est véridique ou une vraie transposition de cette conversation? Probablement non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vous raconte dès le départ. Environ dans l'année 940, donc on est dans le 10e centenaire, il y avait un très très grand Talmid Chacham et Rav en Espagne qui s'appelait Rabbi Chasdai ibn Shaprut. Rabbi Chasdai ibn Shaprut avait entendu parler de cet royaume de Khuzar qui se trouve en Russie, à côté de Vladivostok d'aujourd'hui, entre l'empire byzantin et la Russie du Nord. Il y avait ce grand empire de Khuzar avec les rois Khuzar.
Et ce royaume-là, on avait entendu un rumeur comme quoi ils étaient convertis au judaïsme. Et ce Chacham, ce grand Chacham d'Espagne, Chasdai ibn Shaprut, voulait à tout prix communiquer avec le roi, même si à l'époque... Désolée, tu peux redire le nom du Rav, s'il te plaît? Rabbi Chasdai ibn Shaprut. Hasdai Ibn Shaprut? Oui. Ok, merci. Shaprut. Okay. Donc, il voulait communiquer avec ce roi, même si c'était très périlleux. Il a envoyé un de ses talmidim, on connaît son nom, on a son nom documenté. Il est passé par l'Empire ottoman, il s'est fait arrêter, emprisonné par peur qu'il était un espion pour faire un pacte d'alliance entre l'Espagne et la Russie. Quand il était relâché et revenu, il a raconté à son rab qu'il n'a pas réussi. Le rab n'a pas abandonné, il a envoyé un autre talmid, on connaît aussi son nom est connu, et il a envoyé par le Hongrie, par l'Europe de l'Est. Et là, c'est documenté comment les communautés juives l'ont aidé à passer de l'Hongrie en Russie, de Russie en Khuzar. Il arrive à Khuzar et il rencontre le roi de Khuzar qui est Joseph Khuzar, le roi Joseph Khuzar. Cette histoire se passe environ l'année 940. Le capital de Khuzar, c'était Itil, si vous voulez tout savoir. Donc, il rencontre le roi et il s'avère que le roi, c'était vraiment un juif pratiquant qui a lu la lettre de Rabbi Chasdai ibn Shaprut qui demandait à savoir, à vérifier si vraiment ils étaient convertis au judaïsme. Il a répondu dans une lettre en hébreu, tout écrit en hébreu. Et dans cette lettre, il explique comment c'est pas vraiment lui, c'est son ancêtre, un certain roi qui s'appelait le roi Bulan de Khuzar, qui à son époque avait convoqué un rabbin, un prêtre et un imam et a organisé un très grand débat. À l'issue de ce débat, il était convaincu du émet de la Torah et il s'est converti avec 5000 de ses plus grands nobles et généraux. Et à la suite de cette grande masse conversion, le reste du peuple petit à petit aussi s'est converti. Et il écrit tout ça à Rabbi Chasdai ibn Shaprut. Il dit ça, c'était mon ancêtre et depuis, on a beaucoup de chance d'adhérer à la Torah, etc. Et combien il aimerait étudier davantage et d'être plus proche des communautés pratiquantes. Juste après que cette lettre, elle revient en Espagne, mais vraiment juste après, le roi russe Sviatoslav attaque le royaume de Khuzar et il tue presque tout le monde. Et ceux qui sont restés, on a perdu leur trace, ils étaient assimilés. Et toute cette fabuleuse royaume de Khuzar était perdue. 180 ans plus tard, Rabbi Yehuda Halevi vit en Espagne, il écrit le livre Khuzari, qui est une forme de dialogue entre le roi de Khuzar et un roi. On est quasiment sûr que cette conversation n'est pas une vraie documentation de cet échange, mais un échange imaginé sous forme de questions-réponses de quelqu'un qui s'intéresse au judaïsme et un rave qui donne des réponses très intelligentes de pourquoi nous faisons une méthode. Donc, ce livre de Khuzari est très intéressant si jamais quelqu'un veut s'approfondir avec un œil objectif de l'extérieur, de à quoi ressemble la Torah de l'extérieur, comment un rave l'explique à quelqu'un de l'extérieur. Donc, tout ça, c'était introduction sur le Khuzari parce que, voilà, je voulais faire du part entre ce qui est le vrai du faux, de ce qu'on connaît, et il y a plein qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on restera encore avec des questions jusqu'à la venue de ma chère sur Khuzar et Rabbi Halevi. Mais en tout cas, cet échange-là, texte numéro 1, elle est très, très intéressante, où il dit, le Rav, il dit au roi de Khuzar que la personne, il explique que la raison pour les brachot, la personne qui dit une bracha, il va avoir plus de satisfaction et plaisir des choses qu'il va consommer par la suite. Voilà, raison numéro 1 pour les brachot, c'est plus de conscience égale plus de plaisir. Et le Khuzari demande au Rav, vraiment, mais moi, il me semble que de faire une bracha avant de prendre du plaisir, ça encombre, ça entache le plaisir. C'est-à-dire, cette fameuse critique des femmes envers Taharat HaMishpacha, ça détruit, ça gâche la spontanéité.
Si tu as envie de quelque chose et tu veux vivre un certain sentiment de plaisir, ne me fais pas arrêter pour dire quelque chose. Donc, le Kuzari, il dit, ah bon, moi je trouve que les brachot sont une poids à porter. Et le Rav, il répond et il dit, ah oui, tu trouves vraiment? Est-ce que tu ne vas pas être d'accord avec moi qu'un adulte éprouve plus de plaisir qu'un nourrisson et qu'un nourrisson éprouve plus de plaisir qu'un animal? Un animal éprouve plus de plaisir qu'une plante et tous se nourrissent. Alors que la manière qu'une plante se nourrit et le plaisir éprouvé par l'adulte qui se nourrit, ils ne sont pas pareils. Et pourquoi ça? Et le Kuzari dit, ah, j'ai compris. Parce qu'il y a plus de conscience chez l'adulte. De la même manière que quelqu'un qui est saoul et qui a éprouvé tous les plaisirs du monde, manger une belle repas, embrasser quelqu'un qu'il aime, etc. Mais il était saoul, il ne se souvient pas. Quand quelqu'un va lui raconter ça le lendemain matin, il va dire, ah, dommage, j'aurais bien aimé revivre ça encore une fois. Bon, je ne dis pas mot à mot, mais ça, c'est en gros l'échange entre les deux. Et le Rav, il conclut avec une précision. C'est très joli. Il dit, c'est pas juste être conscient. C'est être conscient en se préparant à l'acte. C'est de prendre un instant, une petite pause, comme on dit en anglais, un pregnant pause. Un pregnant pause, c'est une petite pause qui va donner naissance à une petite silence pour créer un son. Tu vois, pas de parler dans le brouhaha, dans la vie, mais de faire un petit pour émettre un son. Créer cette préparation, dit le Rav, je reviens au mot de Rav parce que là c'est bon. Donc, créer une préparation pour le plaisir, créer la possibilité de vraiment vivre toutes les nuances du plaisir. La bracha, elle vient avant l'expérience pour préparer la pleine conscience et la pleine expérience qui va suivre juste après. Voilà. Donc, il y a encore une petite nuance dans l'échange du Rav, mais que je ne vais pas mentionner ici. Il parle aussi du fait qu'on se rende compte que ni seulement je suis en train de profiter de ça, mais peut-être ça aurait pu être l'inverse. C'est-à-dire que j'aurais pu être privée de tout ça. Donc, gratitude. OK? Donc, ça, c'est numéro 1. Raison numéro 1, conscience égale plus de plaisir. Et dans cette numéro, on va utiliser le texte du cousin. Raison numéro 2. Raison numéro 2, c'est le avant-après. L'effet avant-après, il nous raconte que manger, par exemple, parce que les brachot, c'est pas que pour manger, mais on arrivera à ça après. Mais manger, ce n'est pas juste une bracha que je fais avant de manger pour être conscient et pour réaliser que je vais vivre un moment agréable dans un instant. Mais il y a en fait une histoire, une drame qui se passe en plusieurs scènes, en plusieurs étapes. Il y a un voyage qui se passe ici en plusieurs étapes, une histoire. Et on va appeler ça le avant-après, ou si vous voulez le résumer en un mot, la permission et la perdurance ou la persévérance. Ok, qu'est-ce que c'est ce numéro 2? La deuxième raison pourquoi on va faire une bracha. On va regarder le texte 3. Donc, j'ai commencé par le 1, je saute au 3. Le texte 3. C'est une Gemara qui nous apporte une belle question. Rabbi Levi demande, en vous racontant ça ici, je réalise que j'ai sauté des histoires. C'est pas grave, je vous raconterai à la fin. Okay. Donc, Rabbi Levi, il demande, on a des notions qui sont un petit peu contradictoires, il semble, sur tout ce qui existe dans ce monde. L'expérience ici sur Terre, est-ce que c'est comme le premier passo, l'Hachem Haaretz Moloa, tout appartient à Hachem, et moi je suis un voyageur dans ce monde qui appartient à Hachem, ou est-ce que Hashamayim Shamayim Hachem va Haaretz Natan B'yadav, que Hachem dit, le ciel c'est à moi, la terre je vous ai laissé. Donc,
à quoi ressemble cette existence, cette vie que je vis sur Terre, l'un ou l'autre. Et Rabbi Hanina Bar Papa répond, il dit, en fait, ces deux psukim, quand tu les poses les uns à côté des autres, ils me racontent l'histoire d'un voyage. Le voyage d'un miche de pain ou n'importe quel aliment que vous voulez, quand l'être humain va la consommer. Avant qu'il va la manger, elle appartient à Hachem. Hachem ha'aretz umloa. Tu n'es que un visiteur ici, dans le grand restaurant, expérience multisensorielle d'Akadosh Baruch Hu. L'Hachem ha'aretz umloa. Et donc, avant que tu vas take part, il faut demander permission. Sinon, c'est littéralement comme savoir accaparer. Oui, c'est être accaparé, avoir, le mot est utilisé ici, voler, mais j'aime pas ce mot, mais avoir pris sans permission d'Akadosh Baruch Hu parce que Hachem a dit. Mais une fois que tu l'aurais déjà mangé, maintenant, Hachem lui dit, ah, tu veux? C'est-à-dire, tu as invité Hachem à la discussion. Et Hachem, est-ce que je peux? Il dit, ah, tu veux? Vas-y. La terre, je t'ai donnée à toi. Qu'est-ce que tu vas en faire avec? Et ces deux psukim, en fait, ils nous racontent qu'en fait, la vie, c'est un voyage qui se passe en deux étapes. Il y a un avant, il y a un après. Avant consommation, et on ne parle pas que de la nourriture. Consommation, c'est les événements de la vie, c'est les endroits qu'on va vivre, c'est les échanges qu'on va avoir avec les êtres humains. D'abord, sache, l'Hachem ha'aretz umloa. Hachem a créé une grande dessein à ce monde. Tout à la perfection, ça lui appartient. Tu veux take part, sois conscient que tout est Hachem. Et une fois que tu dis Hachem, je peux, à ce moment-là, il dit, mon enfant, mais j'attendais que ça. Vas-y, c'est toi le joueur de mon histoire. Mais qu'est-ce que tu vas en faire avec? Et là, Hachem, il dit, je l'ai mis dans tes mains. Et là, je réalise qu'en fait, au début, je demande à Hachem permission. Mais après, j'ai un sacré challenge de persévérer dans ma connexion avec Hachem. Avant que je l'ai pris, je savais qu'il fallait que je demande. Mais une fois que je l'ai pris, je cours, j'oublie. Je l'attribue à moi-même. Après, il y a un challenge de se rappeler que tout vient d'Hachem, que tout m'a été donné pour une raison, que tout a un but et que moi, je suis censée d'utiliser ces forces, si c'est de la nourriture par exemple, d'utiliser ces forces pour vivre une belle vie avec des belles principes, des valeurs et morales et de faire de belles actions autour de moi, de transformer cette énergie en la Hachem ha'aretz umloa, en une terre qui appartient tout à Hachem. Ok? Alors, une bracha, elle joue ces deux rôles. Deuxième raison pourquoi on fait des brachot, elle joue deux rôles, avant et après. Permission et persévérance, gratitude, comme vous voulez. Pourquoi gratitude? Parce que c'est une manière d'être reconnaissant envers Hachem, de prendre cette énergie et de le lui rendre en transformant cette énergie en bonne action, en une belle vie. Tu fais gagner la loterie, tu fais quoi avec? Eh bien, maintenant, tu as l'opportunité de lui montrer de quoi tu es capable. Et chaque instant, c'est littéralement gagner la loterie. Et Hachem qui dit, mes enfants, vas-y, courez avec. Ha'aretz natan libnei adam. Tout est devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc ça, c'est numéro 2. Et là, on peut rajouter texte 4. C'est pour ça que la Torah dans Fromage des Varim nous ordonne qu'une fois qu'on a mangé, ça aurait pu être écrit quand tu auras mangé, béni Hachem. C'est écrit quand tu auras mangé et tu seras rassasié. Après la satiété, remercier Hachem. Pourquoi? Pourquoi sur la satiété? Parce que sur le faim, on connaît l'adresse. Mais après, on a raté en fait toute l'histoire qui se tramait. L'histoire qui s'est tramée, c'est que tu demandes permission pour qu'Hachem, il te donne les clés à cette terre pour que tu fais une belle histoire avec, pour qu'après tu rendes cette énergie avec le Baruch. Donc, Dafka, quand tu es rassasié, Dafka, quand tu sens que tu as tout ce qu'il faut, maintenant, ou Berachta utilise cette énergie pour être un être humain qui Berachta Hashem Elokecha, qui bénit Akadosh Baruch Hu, qui fait des mitzvot,
qui, on va voir c'est quoi Berachot Hashem par la suite. On va revenir à ça à la fin. Ok, troisième raison. Pour moi, cette structure est beaucoup plus claire. Encore une fois, j'insiste, c'est pas moi qui ai écrit ce programme. Je suis sûre que les personnes qui l'ont écrit sont brillants. Si vous voulez faire l'ordre du livre, faites l'ordre du livre. Numéro 3. Numéro 3, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les brachot? Parce que la reconnaissance, elle doit être authentique et sincère. Et pour qu'elle soit authentique et sincère, il faut qu'elle soit variée et spécifique. C'est-à-dire, de dire une fois à la fin de tes 120 ans ici sur Terre, merci pour la vie, on va pas dire que c'est une mauvaise chose, mais pour qu'elle soit authentique et sincère, il faut qu'elle soit régulière, constante, variée, c'est-à-dire tous les fois qu'il y a une belle expérience. À chaque fois, merci pour ce jour, merci pour cette Yom Tov qu'on a pu passer en bonne santé avec la famille, etc., etc. C'est un peu la différence entre dire, il donne l'exemple dans le livre qui est très juste, un peu la différence entre un mari ou un époux quelconque, une femme qui dit à leur époux, merci pour tout. Et celui qui va détailler la chose pour laquelle ils sont très reconnaissants. C'est-à-dire, c'est le litmus test, c'est le vrai test d'une sincérité, de la reconnaissance, si on est capable de la détailler. Les brachot, pour cette raison-là, on peut utiliser le figure 3.1. Les brachot vont être très variés. Il ne va pas y avoir juste les brachot sur la nourriture. Ce monde n'est pas une cantine. C'est vrai qu'on profite de la nourriture, mais on profite de beaucoup d'autres choses aussi. Et de toutes sortes de choses qu'on profite, il va y avoir différents types de brachot. 4 grandes catégories de brachot. Birkot hanehenin, qui sont pour les choses qu'on prend plaisir, les brachot de nourriture. Birkot hamitzot, là vous pouvez approfondir autant que vous avez envie pour vos communautés. Et franchement, ce shiur-là, je vous encourage d'aller dans les détails parce que j'ai l'impression qu'ils vont vraiment vouloir faire ça après. Si on leur donne les détails, ils vont le faire. Alors, Birkot hamitzvot, c'est de dire merci de m'avoir donné l'opportunité. Et ça, c'est très beau. C'est très, très beau. Des fois, on va donner à quelqu'un l'opportunité de remplir un certain rôle, de parler, d'introduire. Je ne vais jamais oublier la première méga chala où j'ai demandé à une femme de ma communauté d'introduire la soirée. Une femme qui vient de chez Orim, je dis, tu sais quoi, je veux que tu introduis. D'ailleurs, c'est une des femmes qui est venue avec moi au Kinus plus tard. Elle est devenue beaucoup plus involved suite à cette demande qu'elle soit juste l'introduction de 2 minutes au début. Bonsoir les femmes. Tout. Et je ne vais jamais oublier, elle a créé une magnifique introduction et elle est partie sur Internet chercher ce que Rabat fait dans le monde. C'est magnifique ce qu'elle a préparé. Et après, elle m'a dit, d'abord, elle a acheté une perruque pour la soirée, qu'elle se sentait illégitime de se mettre devant tout le monde. Elle m'a dit à la fin de la soirée, je ne sais pas comment te remercier. Me remercier, merci toi. Elle m'a dit non, non, je ne sais pas comment te remercier que tu m'as donné cette opportunité de parler devant tout le monde et d'introduire notre organisation. C'est-à-dire, il y a 2 manières que les gens ils prennent les choses dans la vie. Soit ils prennent les choses comme enfin on me reconnaît. Je méritais ça depuis 15 ans, pourquoi personne n'a vu? Voilà. Ou alors, chaque chose qui nous arrive, on dit merci de m'avoir donné cette opportunité, cet honneur, cet cadeau qui est de faire ces choses-là. Birkot HaMitzvot sont avant tout des moments où on dit à Hachem, je vais faire une mitzvah. C'est même l'autre inverse de ce que les gens peuvent sentir que la mitzvot, ils nous pèsent. Non, on s'arrête, on dit merci de m'avoir donné cet honneur. Tu es mon roi. Tu m'as donné l'opportunité de venir me connecter à toi. Merci avec cette mitzvah de m'avoir attaché à toi à travers quelque chose aussi petit comme allumer une bougie, mettre une pièce dans une boîte, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on fait un mitzvah, c'est aussi un moment de conscience, comme on a dit la première raison, de juste prendre conscience que je suis en train de faire. Je ne le fais pas parce que papa a dit qu'il faut le faire. Je ne le fais pas parce que Arshuma, l'oncle, si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je le fais parce que Asher, Kideshanu, etc., tu m'as sanctifié, tu m'as donné cet honneur, cette opportunité de me connecter à toi. Et la troisième, c'est Birchot Sheva Chorodaya.
c'est-à-dire quand il y a quelque chose de merveilleux qui arrive dans la vie, étonnant, surprenant, une naissance, un arc-en-ciel, etc., toutes ces choses-là. Merci Hachem. Quand on va chez le Rabbi, merci Hachem, à Gomel et toutes les autres choses. Et Birkot HaTefila, la dernière, c'est les brachot, où on remercie Hachem en lui demandant. On demande et on remercie dans la même souffle. Et on va étaler plus sur ça dans un autre chapitre sur la Tefila. Mais entre parenthèses, ici, au cas où quelqu'un il a une question, j'ai entendu quelque chose tellement beau sur Birkot HaTefila cette semaine, avant Kinous. Dans ma tête, c'est cette semaine, c'est avant Kinous, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est la Tefila, les Birkot HaTefila? C'est en fait, on se parle à soi-même pour se rappeler, c'est mamash un exercice de conscience. On se parle à soi-même en se rappelant, en fait, moi j'ai peur, quelqu'un il est malade, j'ai besoin qu'il soit guéri. Et je me dis à moi-même, Refaen ou Hachem, Hachem il va nous guérir. Parce que c'est lui qui donne la guérison, venez rappeler. Et donc on sera guéri. Refaen ou Hachem, parce que c'est lui qui guérit, venez rappeler, on sera guéri. Baruch ata Hachem, béni sois-tu qui le fait tout le temps. Et la même chose, Baruch Aleinu, puisque c'est toi qui nous bénis de la Parnassa, Baruch Hashanim, je sais qu'on sera béni. Et ainsi de suite dans toutes les brachot. C'est une manière de se rappeler que le source de bracha pour ce domaine-là, c'est lui. Le source de bracha pour ça, c'est lui. Donc, merci Hachem de me donner ça. En fait, c'est une demande et un remerciement qui sont noués les uns dans les autres. Après, on peut faire tout un cours sur la tefila. Allez, on continue. Donc, ça, c'est numéro 3. Pour récapituler, numéro 3, c'est mamash le contraste entre dire un blanket statement, qui veut dire merci pour tout. Tout était bon. Et vraiment rentrer dans les détails et montrer notre reconnaissance à travers les 4 différents types des brachot. Vous êtes avec moi? Oui. Ok. Oui. On est maintenant au numéro. Donc, on a fait la première raison, c'était conscience. La deuxième raison, c'est permission et persévérance. Troisième raison c'est reconnaissance variée, toutes les formes de brachot. Et on est au 4e raison. 4e raison, c'est le pouvoir, la puissance de nos paroles. Tadam! On arrive maintenant à la neshama du cours. Et là, on va leur dire, voilà tout le cadeau de la chassidut, qu'on ne fait pas juste des mitzvot parce qu'il faut les faire, mais on peut vraiment connaître tout l'impact de cette mitzvah et de la vivre d'une manière que ça nous fait vibrer, que ça nous fait élever le mondain et le quotidien et savoir que cette journée était riche et pleine. Donc, bichlal, les mots ont-ils de la force? Est-ce qu'ils ont de la puissance? Est-ce que vous croyez que les mots ils peuvent changer quelque chose? Tu peux demander aux femmes de donner tout leur avis. Il y a un vif débat va s'en sortir. Chacune va dire ce qu'elle pense de ça, un coussin avec des plumes. Ok. Vous savez que dans la médecine chinoise, j'essaye de dire ça à mes enfants. Personne ne me croit. Bon, dans la médecine chinoise, vous savez qu'il ne faut pas soupirer. Parce que quand on soupire, ça crée une énergie néfaste pour toutes les personnes qui vivent dans cet environnement. Si c'est pour le soupir, mais imaginez pour les mots. On connaît le test qui était fait avec les plantes. On a parlé à l'un, on a parlé à l'autre, on a vu les impacts. Vous savez que quand on chante, les molécules dans l'eau, ils changent, ils se réorganisent selon la musique qu'on chante. Je ne sais pas ce qui se passe quand on chante faux. Mais en tout cas, les choses qui sortent de notre bouche, ils ont une pouvoir puissante, créatrice. Parce qu'on est créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde par les paroles. Et là, je vais raconter l'histoire du Baal Shem Tov. Donc, je vais commencer par du négatif pour finir sur le positif, vous imaginez bien. Je vais commencer avec l'histoire du Baal Shem Tov et le poisson, très approprié pour Chodesh Adar. Et juste imaginer que quand on dit des choses, que la personne y soit présente ou pas, les mots qu'on a employés, quelque part, sur un certain niveau d'existence et de réalité, doivent s'incarner et se réaliser, se matérialiser. Juste parce qu'on les a prononcés. C'est énorme de réaliser la force de nos paroles. Donc, qu'est-ce que c'est une bracha? Pourquoi on fait une bracha?
Et pourquoi est-ce qu'on va même bénir Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est le numéro 4, le vif du sujet. Une bracha, on va la traduire de deux manières. Première, une bracha est une manière, une canalisation, c'est une manière de faire descendre. Ouais. C'est une manière de faire descendre des brachot qui existent déjà. Donc, c'est un principe qui, quand je l'ai lu dans le cours, ça m'a mamache touché. J'ai hâte de la répéter. Tu ne peux pas bénir quelqu'un de quelque chose qui n'a pas déjà été attribué. J'adore, j'ai hâte de l'enseigner. On ne peut pas souhaiter à quelqu'un une bracha qui ne lui appartient pas déjà. Il y a des tas de promesses, des brachot en potentiel qui hover au-dessus, qui planent au-dessus de notre existence. La bracha la fait descendre. Quand On ne peut pas savoir qu'est-ce qui pour chacun. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Et même quand tu donnes une bracha, une fois qu'elle ne se réalise pas, peut-être cette bracha a besoin de plus des brachot. Et juste, tu continues. Et tu prends par exemple cette histoire qu'on a commencé avec au début de la soirée sur le kinos. Et Moshki Beaton, qui a attendu toute une année, qui n'est pas tombée enceinte, que les copines nous ont dit, viens, on refait, on recommence. C'est la croyance que Hachem, de Tuvo ou Bechazdo, veut donner à ses enfants. Moi, perso, j'ai une histoire qui m'est arrivée justement avec ma fille qui est née. On a fait un pacte entre deux copines. Et... Bon, Hachem, ça a marché à quelques mois d'écart, quoi. Vraiment, je crois que son fils, il a 2 mois de moins que ma fille. Et donc voilà, j'ai été impressionnée de voir à quel point au Hachem, ça a marché, quoi. Magnifique. Il faut pas donner l'histoire que je vais donner au début, je ne vais pas la donner comme une promesse. Par contre, il faut donner le message qu'une bracha, il faut continuer de la donner jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce que les Chachamim nous disent. Et c'est ce que le Rabbi a raconté à un petit garçon qui avait 9 ans, qui est venu en Yerkidut. Je ne vais pas raconter ça à eux, je vous la raconte à vous. Un petit garçon de 9 ans qui est venu en Yerkidut au Rabbi. Et il était avec son père. Et son père, il venait d'être diagnostiqué avec un état 4 de cancer. Et les médecins lui ont envoyé en palliatif avant d'y aller. Il voulait avoir le Rabbi à tout prix avec son fils. Et le Rabbi l'a reçu. Il a commencé à parler au Rabbi. Il a dit, je veux faire sortir mon fils. Et le Rabbi a dit, non, non, qu'il reste. Il a besoin d'entendre ces choses-là. Et le Rabbi a pris le petit et il lui a demandé d'aller sortir un Gemara Brachot Junior du bibliothèque. Et le Rabbi a pris le petit avec la Gemara Brachot et il lui a lu le Mishnah. Il lui a fait traduire mot à mot en yiddish. Il lui a demandé s'il comprend. Il a recommencé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il était satisfait qu'il pourrait se rappeler toute seule de comment taïch ce Mishnah à la maison toute seule. Le Mishnah était que même quand un épée est posé sur quelqu'un, qui ne désespère jamais de prier à Hachem pour le rachamim. Et le Rabbi a expliqué à ce garçon comme ça. Il a dit, tu vas passer des semaines très difficiles. Et même après, ça veut dire même après la ptira de ton père. Il ne lui a pas raconté tu sais, tu iras bien. Il a dit, ça va être des moments très difficiles. Mais je veux que tu te souviens que dans tous ces moments-là, tu peux rester connecté à Hachem. Tu peux ne jamais cesser d'être connecté à Hachem. C'est ce que les Chachamim ils veulent dire. Même jusqu'à la dernière seconde, c'est ton choix d'être tout le temps connecté avec Akadosh Baruch Hu en demandant bracha. Et ce garçon, il est rentré à la maison. Son père, il était en larmes. Et ils sont rentrés à la maison. Et le père, il a dit, mon fils, tu peux descendre la Gemara, on va le relire ensemble. Ça les a donné beaucoup de corps de traverser cette période. Le garçon, il a raconté cette histoire maintenant. Il a dit, le Rabbi, il m'a pris comme un père. Il m'a donné tous les outils que j'allais avoir besoin, que je ne savais pas encore. J'allais avoir des vraies questions à Hachem. Pourquoi on prie et il ne répond pas? Pourquoi on demande une miracle et qu'elle ne vient pas? Mais je réalisais qu'en fait, quand je parlais à Hachem, quand je lui demandais, quand je priais, le plus grand cadeau que j'avais dans cet instant, c'était d'avoir Hachem avec moi. Ça aussi, c'était une bracha. Coucou Shterna. Donc, quand je vais raconter cette histoire aux femmes, je vais leur dire, vous savez, ce qui est important, pas cette histoire. Je vais raconter l'histoire des 6 shluchot.
Ce qui est important, c'est de ne jamais cesser de faire des brachot et de demander à Akadosh Baruch Hu parce qu'on ne connaît pas les cheshbonot, qu'est-ce qui attend pour qui. Une chose est sûre, tu ne peux rien perdre. Ce que la personne il va recevoir, il était censé le recevoir de toute façon. C'est cette phrase qui est magique. C'est qu'on ne peut pas bénir quelqu'un de quelque chose qui n'existe pas déjà. Et si la seule chose qu'il faut, c'est de la faire descendre, eh bien, chopchi, bénissons de manière très, très abondante. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'est-ce qui fait qu'une bracha fait cet effet-là? Parce que la parole, elle est créatrice de réalité. On a dit déjà au début, la parole, elle est créatrice. Maintenant, on rajoute le mot réalité. Elle est créatrice de réalité. Qu'est-ce que ça veut dire réalité? Ça veut dire elle sort, elle manifeste du potentiel ou d'un endroit qui est caché, privé, réservé, intime. Elle sort et elle manifeste vers ce qui est révélé et public et partagé dans ce monde ici, concret, ici-bas. Par exemple, une pensée est très intime et privée, alors que quand tu le dis en parole, tu fais en sorte que ça existe concrètement dans ce monde. Comme par exemple, quand on dit à quelqu'un qu'on les aime. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas aimés il y a 2 minutes, mais c'est en le disant qu'on le révèle ici, dans cette expérience, ici-bas. La personne ne vit pas dans nos pensées. Et pour eux, cette expérience, elle n'existe pas encore. Alors que nous, on a passé déjà 2 minutes à les aimer sans qu'eux, ils le vivent. En le disant, on le fait actualiser dans ce monde ici-bas. Et c'est pour ça, une bracha, elle accomplit exactement ça. La bracha, elle fait exister dans ce monde réel, actuel, la présence d'Hachem. Et donc, c'est pour cela qu'une bracha, c'est important qu'elle soit dite à voix haute, avec les lèvres, qu'on la prononce, à voix haute, on n'a pas besoin de crier, mais de la dire pour que ça descende dans cette existence et que ça ne reste pas dans le monde intime de nos sentiments, de nos croyances, de nos persuasions intimes. Pas quelque chose que je crois, c'est quelque chose qu'on veut vivre. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on est en train d'actualiser dans ce monde? On est en train d'actualiser dans ce monde une étincelle de Akadosh Baruch Hu. On est en train de faire descendre Hachem dans ce monde. Hachem a créé ce monde. Il nous invite à être partenaires avec lui. C'est-à-dire, il a créé une structure, il a mis une mise en scène et tout. Et il nous dit, OK, c'est toi qui vas faire en sorte que je sors pour le grand scène numéro 1. Vas-y, il faut que tu m'annonces. On annonce à Kadosh Baruch Hu, tadam, il se révèle bichvodov atzmo. C'est comme ça dans chaque petite miche de pain, dans chaque verre d'eau, dans chaque chose qu'on va dire Baruch ata Hashem. Avec le mot Baruch, on fait descendre. C'est ce qu'on veut dire le mot Baruch. C'est la deuxième traduction. Première traduction était de faire descendre la bracha d'Hachem, qui appartient déjà à la personne. Deuxième traduction, c'est de faire descendre la présence d'Hachem. La vie d'Hachem. Donc, Baruch, faire descendre. Ata, l'essence même. Hachem, le niveau d'Hachem qui est transcendant, whatever, de ce monde. C'est en français dans mes notes quelque part. Elokeinu, la manifestation d'Hachem dans ce monde. Donc, on voit, en fait, par les mots, ils donnent un dessin, un schéma de ce qu'on est en train d'actualiser à cet instant-là. Je suis en train de faire descendre Hachem dans ce monde le plus actuel possible. Melech HaOlam, c'est Elokeinu, c'est celui qui habite cette terre, ce monde, et Melech HaOlam qui, en fait, gère, Melech, c'est le roi. Le roi, c'est celui qui commande chaque détail, donc qui gère chaque instant et chaque situation, qui veille sur chaque détail, qu'elle soit exactement comme ça. Donc, depuis la grande essence d'Hachem jusqu'à sa Hashgacha pratique la plus détaillée dans chaque minutieux détail. Et à chaque fois que je dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, je fais descendre Hachem, je fais actualiser Hachem dans cette expérience ou dans cet objet. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? La chose, elle existe, donc elle a une étincelle d'Hachem. Oui, mais elle est latente. Elle est cachée. Elle est un petit peu
j'ai envie de dire réservée. Elle attend. Elle attend toi, c'est toi la grande joueur dans l'histoire. Et quand on arrive dans cette situation ou devant cette nourriture ou whatever, on a cette opportunité. Comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas faire avec cette opportunité? Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu fais ressortir et rejaillir cette étincelle, cette Akadosh Baruch Hu dans cette chose-là. Et elle, en retour, elle peut t'animer, elle peut te donner corps et vie et pouvoir et puissance pour continuer à en faire une autre. Des belles choix comme ça. Donc, ici, je vais raconter l'histoire du Baal Shem Tov avec le Parouche Vatakadosh Sheptilot Israël, que le Baal Shem Tov, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il se nourrit littéralement sur les louanges de Béné Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, il est là, en train d'attendre, s'il te plaît, presque de nous supplier. Je suis là, caché. Est-ce que tu peux juste révéler que je suis là? Est-ce que tu peux juste annoncer que je suis là pour que je puisse sortir? Voilà. Comme l'histoire de Cache-Cache. Juste viens me chercher, en fait. Et que, je ne sais pas qui a écrit dans le groupe que j'ai tellement aimé, mais Brachot, c'est le petit déj d'Hachem. J'adorais. OK. Là, on peut donner le figure 3-2. Figure 3-2, c'est... je suis contente parce que ce cours, il reste ma mâche dans le temps. Figure 3-2, c'est l'image de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam avec tout le cheminement de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et je vais rajouter un dernier couche. On est toujours dans le 4e raison. Les mots ont un pouvoir selon la Chassidut et la Kabbalah. C'est la 4e raison. Donc, j'ai envie de partager avec eux ce que le Baal Shem Tov explique. C'est un très long texte, mais je vais le dire en résumé, comme ça. Je ne vais pas leur faire lire à l'intérieur, c'est texte numéro 2. Donc, le Baal Shem Tov, il explique qu'en fait, à l'intérieur de chaque miche de pain, comme on vient de dire, il y a un étincelle. Et dans le Chumash Devarim, Hashem nous dit que l'être humain ne vit pas seulement sur le pain, il vit sur la parole divine. La parole, elle nous crée. Ce n'est pas le pain qui nous met en vie, c'est la parole d'Hachem qui nous met en vie. Et ça, à chaque instant à nouveau. Shlomo HaMelech, il dit, Leolam Hashem Dvar Hanitzav Bashamayim. C'est-à-dire Hachem, il recrée à chaque instant chaque détail de la création. Mais le Baal Shem Tov, il explique, ça ne veut pas juste dire qu'on ne vit pas que sur du pain, on vit sur la parole d'Hachem. Et là, si je ne vais pas utiliser le PowerPoint, je vais au moins me faire 2 petites feuilles avec le pain et la parole d'Hachem. Hachem te dit, et que diriez-vous si la parole d'Hachem, il est dans le miche de pain? Je pense qu'un visuel est obligatoire ici avec cette passage. Que diriez-vous quand en fait, les deux, ils sont vraiment ensemble? Et l'être humain, quand il mange le pain, il n'est pas que nourri par le pain, il est nourri par la parole qui est dans le pain. Qu'est-ce que vous pensez que ça crée en lui? Une expérience extraordinaire. Son corps, il va se nourrir ni seulement du pain, mais il va se nourrir de cette vie profonde du pain. Comme cet Instagram qu'on a envoyé qui est magnifique. Waouh, si je prends tellement de plaisir de cette miche de pain, mais tu imagines quel plaisir je dois en avoir d'être connectée avec la source de vie de ce pain maintenant. Et ça, grâce au fait que j'ai fait une bracha. Parce qu'en faisant une bracha, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait révéler et actualiser la vie d'Hachem dans ce miche de pain, qui était en cachette, en réserve, peut-être, on ne sait pas s'il va dire un bracha ou pas. En le disant avec mes mots, je les crée en réalité d'une manière, je n'ai pas le mot, je vais chercher, de manière manifeste, c'est pas un bon mot. Ok, donc d'ailleurs, dit le Baal Shem Tov, c'est pour ça que parfois le Zohar il dit, on va être attiré à certains aliments plus que d'autres, parce qu'il y a toute une autre histoire qui se tisse, qui se trame sous le sentiment de faim physique. En s'appuyant sur le passage de Tilim, ils ont faim, ils ont soif, leur âme est enrobée en eux. Quelle âme de qui est enrobée en quoi?
la vie d'Hachem est enrobée en eux dans les aliments. Et toi, quand tu ressens une envie de consommer, qu'est-ce que tu es en train de ressentir? Une envie de devenir partenaire dans la création avec Hachem, de venir t'attacher, te nourrir de cette vie d'Hachem qui se cache dans cette nourriture. C'est pour ça, dit le Zohar, que des fois, tu vas être attiré à certaines choses plus que d'autres, parce que ton âme a envie de se nourrir de cette neshama, de cette petite étincelle d'Hachem. Donc, pour conclure, ça, c'était le numéro 4, la puissance de nos paroles, selon la Chassidut, qui explique qu'une bracha est une canalisation, qui fait descendre la bracha d'Hachem qui est déjà destinée à toi, qui fait descendre la présence de Hachem, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et l'explication du Baal Shem Tov, que si seulement on peut réaliser que la vie d'Hachem se cache dans la miche de pain, on comprend que ni seulement mon âme se nourrit de l'âme d'Hachem, mais mon corps aussi peut puiser et se nourrir de cette existence d'Hachem. Donc, just remember que quand je fais une bracha, mon être le plus profond est nourri de l'être le plus profond du pain. Okay? Et je suis en train de m'offrir une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est plus profonde que ce que j'aurais pu construire en allant vers, on va dire, juste une fila une fois par semaine, servir Hachem juste le Shabbat, et après il y a un temps désigné pour mon service spirituel samedi matin, par exemple. C'est bien, c'est très bien. Mais en faisant une bracha à chaque fois, je m'offre une espèce de vie où chaque petite énergie que je m'offre est liée aux sources d'énergie réelles. Je vis plus authentiquement, plus réellement, de manière plus connectée avec la vie, la source de toute vie. Alors que c'est simple, je suis en train de manger. Je vais le faire de toute manière. Je sais qu'il y a Hachem qui dort dans chaque petite chose que je vais manger. Et je peux utiliser cette énergie dormante pour toutes mes activités de la journée. Et la deuxième chose, donc à la fin, je me suis rajouté 2 remembers. Ça, c'était un. Et le deuxième remember, c'est remember que tout le pain est en fait une pain de cadeau, de miracle Hachem. Lechem min hashamayim. À l'époque du désert, les gens ils disaient Motzi lechem min hashamayim. Aujourd'hui, on dit Motzi lechem min haaretz. Et même si aujourd'hui, le pain, c'est quelque chose qu'on gagne, notre gagne-pain par notre sueur, etc., on continue à faire Birkat Amazon qui parle encore une fois de la manne, que cette bracha a été écrite pour la manne. Mais on le dit à chaque fois pour se rappeler, pour avoir cette conscience, cette prise de conscience que même la nourriture qu'on a gagnée par notre travail dur est un cadeau d'Hachem. Donc, avec cette remember, à la fin, je circle back vers le début et je leur fais un résumé. Ça, c'était le texte 5, entre parenthèses. Et je trouve que c'est un petit détail en plus. Je ne sais même pas si j'aurai le temps. Donc, vous voyez que j'ai sorti le texte 5, j'ai sorti l'histoire du voleur. Et si jamais j'ai le temps, je peux les rajouter. Mais le cours, il est assez dense sans. Et maintenant, j'ai d'Afka aimé ce Inyan avec le voleur, la miche de pain et les 2 possibilités de compréhension. Je trouvais que ça m'était beaucoup plus clair sur concrètement les brachot. Moi aussi, Nechama. Je ne me vois pas du tout l'enlever. Alors, juste je finis. Après, vous dites comment est-ce que vous le trouvez utile. D'accord? Pour celles qui vont écouter, peut-être qu'ils vont l'inclure. Alors, je vais conclure en disant il y a 4 grandes raisons, 4 grands éléments d'en faire des brachot qui vraiment sont comme un cycle qui se donnent les uns dans les autres. La première, d'être conscient. Je suis conscient que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Conscient de ce que je suis en train de faire ou de consommer maintenant. Et donc, numéro 2, je demande permission. Et Akadosh Baruch Hu, il me dit, vas-y mon enfant, la terre est à toi. C'est une terre d'opportunité. Donc, par la suite, j'ai de la gratitude. Merci à Akadosh Baruch Hu pour m'avoir donné cette multitude d'opportunités. Et enfin, j'ai reçu de l'énergie maintenant parce que je me suis nourrie de l'énergie d'Hachem qui était dans cette nourriture. Et je peux utiliser cette énergie maintenant pour rendre à Hachem et vivre la vie auquel j'étais destinée à accomplir ma mission.
Donc ça, c'est la manière que je vois que les 4 raisons, ils flow les uns dans les autres de manière très, très fluide et logique. Et ensuite, je vais conclure avec une bracha qui n'est pas liée à la nourriture, qui n'est pas liée au mitzvot, que tout le monde peut accomplir à tout moment, et qui change une vie. Si je prends le mot Baruch au début et j'enlève Ata, je fais juste le mot 1 et le mot 3, Baruch Hashem, Dieu bénisse. C'est pas grâce à Dieu, c'est Dieu bénisse. Pourquoi? C'est-à-dire, grâce à Dieu, c'est gratitude, c'est une partie des brachot. Il y a des brachot de Hodaya, chez leur Hodaya, n'est-ce pas? Mais là, je veux leur parler d'Afka de bénir Hashem. Pourquoi est-ce que c'est bénir Hashem quand je dis Baruch Hashem? Parce que je fais descendre Hashem. Comme quand je dis I love you, que je fais actualiser un sentiment qui m'a été latent et caché. Baruch Hashem. Il n'y a rien de plus gagnant dans ton quotidien et dans tes échanges de faire descendre Hashem dans cet instant-là. Quand tu fais descendre Hashem dans cet instant-là, eh bien, quel cadeau d'avoir la bracha d'Hachem dans cette interaction, dans cet effort, dans le chinouk de nos enfants, dans le projet qu'on entreprend, stam dans une journée, dans la santé. Baruch Hashem. Yosef Hatzadik avait tellement d'atzacha parce que Shem Shamaim Shagor Befiv. Et nous, à quoi peut ressembler notre vie quand on va faire descendre Hashem, Baruch, faire descendre Hashem dans chaque domaine? C'est une vie qui est connectée. Et c'est ça le but de cours de cette année. Et je vais finir avec l'histoire du Baal Shem Tov qui était dans une auberge et qu'après avoir passé tout le temps dans l'auberge, dans la méditation et pilote et études de Torah, etc., on ne sait pas c'est qui s'est révélé à lui. Peut-être il y a un avis, peut-être non, on ne sait pas. Qui lui a dit, sache, Rabbi Israël, sache que toutes tes pilotes et tes études, ils étaient beaux. C'était très beau, mais pas aussi beau que le Baruch Hashem de la femme du fermier qu'elle disait en tirant le lait de sa vache. Chaque fois, elle tirait, elle disait, ah, Baruch Hashem, ah, Baruch Hashem. Et ça crée plus, ni seulement de Nachat Hashem, mais ça fait descendre Hashem ici sur terre, plus que tes pilotes et tes études. C'est énorme cette histoire. Hashem va dédier la grande majorité de son temps dans ces premières années à encourager des gens très simples à dire Baruch Hashem, parce que l'accomplissement de ces mots, c'est littéralement de faire descendre la Shrina. Ça, ça me rappelle le mamar que je t'avais parlé. Israël. D'ailleurs, elle m'a rappelé le nom, je crois que c'est Myriam, que c'était Madame Figeshtok. C'est elle qui avait eu on va dire la shichut du Rabbi Rayat, d'enseigner les mamarim du Rabbi Rayat. Magnifique ce mamar, ça m'énerve, je n'ai pas retrouvé mes notes. Mais là, quand tu as parlé, ça m'a vraiment rappelé ça, sur le Inyan du Baruch Hashem, que le Baal Shem Tov il faisait dire justement, et qu'en fait, ça, c'est la parnassa d'Hachem, en fait. Le fait de faire descendre Hachem ici et de lui donner, le faire vivre ici dans ce monde, en disant Baruch Hashem, en le bénissant, ça, c'est ce qui lui donne en fait sa parnassa. Nechama, tu peux, et Shterna aussi, vous pouvez, on a fini le cours, celles qui veulent, elles savent maintenant le cours, il est fini, mais pour toutes celles qui veulent entendre, est-ce que vous pouvez rajouter la partie du voleur? Moi, perso, j'avais un peu crainte que ça allait dérailler le cours, que les femmes elles vont partir en débat ou qu'elles vont rester avec un sentiment de un bien qui se fait par un mal, etc. C'est compliqué d'assurer qu'elles vont garder l'idée principale à la fin. Bon, à la fin, je vais voir si je la rajoute, mais j'aimerais bien entendre comment est-ce que vous allez la raconter. J'ai compris ce que tu dis par rapport au fait que c'est un voleur. C'est vrai que ça peut amener à débat. Moi, ce qui aussi, voilà, il faudra que je voie et que je juge avec le public devant moi. Mais moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé aussi ce Inyan. Moi, j'avais très souvent cette question qui revenait de mes élèves et que je n'avais pas souvent la réponse et que maintenant, je crois avoir la réponse avec ça. Enfin, après, je dois vérifier auprès d'un rave, mais ça me rappelle ce même Inyan. Quand des élèves, des fois, me posait la question, est-ce qu'on doit dire la bracha sur un aliment qui n'est pas kasher? Et ça m'a toujours, bon, je sais pas, en fait, j'aurais très bien pu demander au rave et avoir la réponse, mais elle m'est toujours restée cette question. Et je pense qu'avec ce machal du voleur et par rapport à quel moment il est voleur et à quel moment, une fois qu'il a approprié, ça appartient plus à la personne vu qu'il a changé son état. Bon, mais ça m'a fait un peu réaliser sur l'importance déjà sur quoi on fait la bracha. On ne peut pas faire sur n'importe quoi.
Et bon, en tout cas, par rapport aux aliments pas cachers, je pense que ni la première ni la deuxième, vu que c'est pas du tout quelque chose d'autorisé, à mon avis, on peut pas du tout l'élever. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais j'ai aimé, Céline, de faire la différence entre quand même la bracha rishona et la bracha rona. Après, voilà, le fait que c'est un voleur et que voilà, d'apprendre d'un voleur, bon, je comprends ton Inian. Hein. C'est vrai que c'est délicat quand même. Bah, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce cours et c'est ce que j'ai le plus kiffé dans ce cours. C'est la première chose que j'ai raconté à mon mari quand il est rentré de la choule et que j'avais préparé, que j'avais regardé le cours Shabbat. Donc pour moi, quand tu as dit on verra après, je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Non, en fait, moi, je vais pas m'attarder, lire les textes et machin, mais la Nekuda, pour moi, elle est puissante parce que en fait, Sterne, t'es en train de dire. Sterne, je te coupe 2 secondes. Ouais. Comme je ne l'ai pas présenté du tout, pour celles qui écoutent, tu peux l'expliquer. Je l'ai lu vite fait Shabbat, je n'ai pas le livre sous les yeux, mais moi, en fait, c'est quoi le matzav? Tu as 2 scénarios ramenés dans un certain livre qui ramenait plein de questions hyper intéressantes qu'il y a eu après justement la Gemara, etc. Des questions hyper intéressantes que les Juifs se sont posées dans les camps de concentration, les questions les plus farfelues. Les responsables. Et voilà, le responsable. Et une des questions très intéressantes qui est venue, c'est concrètement, il y a un voleur qui est venu voir le Rav, je ne sais plus qui, me dira Nechama, vu que tu as le livre sous les yeux. Ouais, le bar. Voilà, le bar. Et il lui a demandé est-ce qu'on peut faire de la bracha sur une miche de pain volée? Ok, c'est intéressant déjà de voir ce que chacun pense. Et après, tu te dis, en fait, pour répondre à cette question, tu ramènes 2 scénarios. Le premier scénario, c'est si un voleur a volé une bûche de bois qui vaut 10 euros. 10 pièces, 10 machins. La personne, le propriétaire qui a été volé, il exige qu'on lui ramène sa bûche de bois, sauf que le voleur, il dit, non, à la limite, ce que je peux faire, c'est rembourser les 10 euros. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que le voleur a le droit de dire, est-ce qu'il a le droit de dire je rembourse que 10 euros ou est-ce qu'il a l'obligation de ramener la bûche? Deuxième scénario, le voleur a volé une bûche de bois et avec cette bûche de bois, il a fabriqué une table. Le propriétaire, il dit, maintenant, moi, je veux récupérer la table. Et le voleur, il dit, non, ça vaut 10 euros, je te rends tes 10 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je trouve que c'est trop intéressant comment la Torah, c'est du génie. La logique, en fait, c'est de dire que tout simplement, pour répondre à ces 2 scénarios, il faut comprendre c'est quoi le principe du vol, à quel moment la bûche, elle est vraiment volée, qu'est-ce qui se passe au moment où il est en train de voler. En fait, dans le premier scénario, la réponse est la bûche de bois, tant qu'il l'a dans sa main, peu importe ce qu'il fait avec, là, il a la bûche de bois, elle est encore en train d'appartenir à son propriétaire. C'est-à-dire que, ok, elle est volée, ok, elle n'est pas entre les mains de son propriétaire, mais elle appartient toujours à son propriétaire. Elle n'a pas changé de statut. Donc, il n'a pas le droit de dire je te rends que 10 euros. Non, il doit rendre l'objet à son propriétaire, la bûche de bois, ok, elle est entre ses mains, mais elle appartient encore à son propriétaire, donc il doit la rendre à son propriétaire. Donc, il ne peut pas dire 10 euros. Deuxième cas, il a volé une bûche. Cette bûche, il l'a transformée en table. Au moment où il a transformé la bûche en table, il a fait en sorte que son acte de vol est irrévocable, puisque maintenant, il n'y a plus de bûche, il reste qu'une table. La table, elle est à lui, au voleur. La seule chose qu'il peut faire, c'est dédommager et donc donner 10 euros pour dédommager sur ce qu'il a volé. Ça veut dire qu'en fait, et là, la Nekuda, elle est là. Pourquoi on t'explique tout ça? Pour te montrer qu'en fait, au moment où tu as pris cette bûche et tu l'as rendue une table, tu as fait disparaître cette bûche. À ce moment-là, tu as accompli l'acte du vol. À ce moment-là, tu as fait un acte irrévocable. Et en fait, maintenant, on ne peut pas te demander de rendre la table, puisque la table, elle est à toi. Et à ce moment-là, tu es redevable de 10 euros. Et maintenant, la question, c'était à la base, est-ce qu'on peut faire une bracha sur une miche de pain volée? Eh bien, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas faire de bracha sur un acte interdit, sur une avéra. Au moment où tu manges la miche de pain, au moment où tu l'as dans la main, elle appartient toujours au propriétaire. Si le propriétaire il te demande de lui rembourser 10 euros pour la miche de pain,
il n'a pas le droit. Il veut sa mise de pain, tu dois lui rendre sa mise de pain. Tant que tu l'as dans la main, tu peux encore rattraper, tu peux encore lui rendre. Tu peux rattraper ton erreur. Au moment où tu prends la mise de pain et que tu la manges, tu es en train de la transformer, tu es en train de la changer de statut, tu es en train de la faire disparaître, tu es en train de faire l'acte de voler, tu es en train là maintenant de transgresser. Au moment même où tu es en train de manger, tu es en train de transgresser. Tu ne peux pas faire une bracha sur une avera. Par contre, la bracha après le repas, après manger, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que la bracha après le repas, c'est une bracha qu'on fait sur justement les bienfaits une fois qu'on l'a dans notre ventre, la nourriture. Mais une fois qu'on l'a dans notre ventre, la nourriture, elle est à nous. Elle est plus au propriétaire. Seulement les dédommagements appartiennent au propriétaire. Et ça, en fait, je trouve qu'il y a plein de choses. Parce que toi, tu dis ça peut partir en débat sur la question du voleur, etc. Déjà, ça montre que même d'un voleur, on peut apprendre plein de choses. Et ça, il y a tout un yum-yum sur ça. Deuxièmement, évidemment qu'on ne veut pas voler, mais au moins, ça permet de réaliser que parfois, même si on a volé quelque chose, on peut toujours aller le rendre. Et c'est toujours possible, on peut toujours se rattraper puisque c'est pas encore trop tard. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la Nekuda au moment où tu es en train de faire une interdiction, tu ne peux pas faire une bracha. Et pour rejoindre ce qu'elle a dit Nechama, ça rejoint aussi l'idée au moment où je suis en train de manger quelque chose de pas cachère, sans compter ce qu'on avait dit dans le cours précédent, dans le mois dernier, que c'est quelque chose qui est lié, quelque chose qui est inexploitable, qui est attaché dans ce monde, mais c'est quelque chose, on est en train de faire un interdit, on ne peut pas faire de bracha sur cet interdit. Mais moi, j'adore cette partie-là. Est-ce qu'on fait une bracha achrona si on ne mange pas cachère? Bah justement, moi, d'après ma conclusion de ce que j'ai lu, Et je me suis dit, même la bracha achrona, on peut pas. On peut pas. Vu que ça apporte aucun bienfait dans le corps, vu que c'est totalement interdit. Ça apporte rien. Ça, c'est une très bonne question, mais moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Parce que tu te remplis de quelque chose qui est interdit. Ça veut dire que la mise de pain, au moment où tu l'as mangée, bon, bah, elle était cachère, là, c'est trop tard. Mais la nourriture cachère, elle t'imprègne, elle devient ton corps, elle devient ta peau. C'est ça. Là, de toute façon, c'est trop tard. Faudrait que je demande au Rav quand même, pour être sûr. Ouais, mais je pense, exactement. Je pense que c'est une question qui se pose au Rav. Je pense que la raison pour toute l'histoire du voleur, c'est pour créer une distinction entre. Il y a deux choses dans les brachot de nourriture qui sont vraiment distinctes et que cette histoire, elle la sépare vraiment très bien. Entre demander permission à Hachem, et c'est la deuxième raison que j'ai donnée. La première, c'est permission, et la deuxième, c'est le challenge de persévérance. De dire, maintenant, je suis animée par une énergie. Ce n'est pas le bienfait, c'est je suis animée par une énergie. Est-ce que je pourrais utiliser cette énergie de manière bénéfique et la rendre à Kadosh Baruch Hu? Donc, c'est pour ça que je pose, c'est ça la raison pour cette histoire de voleur dans le chapitre. Et je pose la question, est-ce que si c'est pas cachère, on est censé de rendre cette énergie à Kadosh Baruch Hu Bichlal, juste la évacuer? Et bon, tu sais quoi? Si on a le temps, elle est tellement intéressante de rentrer dedans, mais je la mettrai, je pense, à la fin, mais pas au début, comme ils le mettent. Quand ils le mettent au début. Et après, ils disent, on en parle à la fin, mais c'est vrai que ça embrouille quand même. Ça embrouille. Ouais. Après, il y avait autre chose aussi. Moi, j'aime bien le fait qu'ils posent la question sur le voleur au début parce que ça laisse les gens avec une question et ça les laisse un peu dans le suspense et ça les accroche. Ils se disent, ouh, c'est croustillant ici, tu vois. Ça, j'aime bien. Bah ouais, du moins, il y a du suspense et tout, il y a de l'ambiance. Et je trouve qu'au moment où ils font la conclusion sur les deux scénarios, etc., on n'est pas encore à la fin du cours. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite rebondir encore sur dernier quelques petits points sur le thème qu'on veut pour ne pas laisser les gens avec la touche du voleur. Dafka, moi, je trouve que c'est hyper bien fait. Right. Et après, il y a aussi une autre chose je vous ai dit, le texte 5. J'aime bien le texte 5, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Le texte 5, il rentre dans le moti et dans le Birkat Hamazon. Maintenant, d'abord, tout simplement, je ne sais pas vous, mais ça m'arrive plein de gens qui pensent à moti avec Shabbat. C'est bien de relever le point qu'on a des associations d'enfants où on a associé certains brachot à certains moments alors qu'ils sont pour chaque fois que tu le fais. Ouais. Deuxièmement, le vidéo, il est sur Birkat Hamazon. C'est une vidéo de 5 minutes et quelques. Il est hyper long. Il est très instruit. Ce n'est pas quelque chose de pub, c'est quelque chose de comme une chapitre en plus. C'est une information supplémentaire. Elle est fascinante. Et il y a un point dans le vidéo qui m'a beaucoup, beaucoup touchée.
elle va expliquer chaque partie du Birkat Hamazon, quand est-ce qu'elle était écrite. Et quand elle va parler du Bétar, on va dire cette bracha est la dernière partie d'avoir été rajoutée. C'est quand ils ont pu enfin enterrer leur mort, le Bétar, ils ont écrit ce bracha pour dire qu'il y a toujours d'espoir, que Hachem, il va toujours nous répondre, même dans le galout, quand on souffre et qu'on n'a pas le Betamigdash et qu'on demande à Hachem, Mashiach, et que, mais même aujourd'hui, il y a des petits miracles pour lesquels je peux dire merci Hachem. Ça, c'est le sens de ce bracha. Et je pense que si on est conscient de ça, le Birkat Hamazon, elle prend tout un autre nuance, parce que c'est pas remercier Hachem pour la complétude et pour la perfection, mais au sein de l'imperfection, il y a des tas de choses que je peux te remercier. C'est grâce à cet espoir que je sais que demain encore, je sais que demain encore et après-demain encore, toujours cet espoir, parce que Hachem, il continuerait toujours de nous faire des belles petits miracles, des grands miracles. Voilà, j'ai jamais vu le Birkat sous cet angle-là. Donc, je trouve ça très, très touchant. S'il y a le temps de la montrer à la fin de la malo. Et dans les additional readings, oh, by the way, encore une chose que je voulais vous mentionner, c'est que c'est intéressant de savoir qu'il y a une shura qui a pris cette année comme un challenge d'enseigner à ces femmes des basiques de Massoret, de Moracha. Donc, elle a commencé avec le premier, avec Torah Moshe Sinai. Et la dernière fois, je ne me souviens pas, je pense qu'elle a fait la Torah orale. Et cette fois-ci, numéro 3, elle a donné une introduction d'une demi-heure, mamash, sur comment est-ce que Torah Sheba'al Peh et le réponse à des Rishonim et Acharonim, comment est-ce que ça marche. Et je trouvais ça brillant. C'est un shiur qui se donne vraiment à ça. Si jamais on pense qu'on a une communauté qui connaît trop et qu'on n'a pas envie de rentrer dans tout ça, je vais vraiment profiter pour faire ça, parce que à la fin, il faut comprendre que Hachem nous a donné une méthode d'enseignement de Torah qui a créé tout un système où les rabbanim ont créé des mitzvot. Et il y a des femmes que mamach, toute leur émouna, elles partent par la fenêtre avec ça. Et ça vaut le coup des fois de s'arrêter là-dessus, de vraiment expliquer comment ça marche. Et comment est-ce que un Tana ou un Chacham, comment est-ce qu'il a été donné le pouvoir d'établir un nouveau Gzera ou un nouveau mitzvah. Il y a toute une série de conditions, de choses, paramètres qui ont fait que ça, c'est le système qu'Akadosh Baruch Hu a design pour que nous, on puisse faire descendre la halakha ici, dans ce monde physique, dans les détails concrets de notre vie de tous les jours. Et ça fait partie de ce cheminement de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il nous a donné dans les mains à Aretz Natan Ibn Adam. Donc, ça se prête beaucoup à ce shiur si jamais quelqu'un veut faire un approfondissement ou même faire un cours numéro 2. Je vous mettrai les notes et l'enregistrement, elle est en anglais. C'est de Yehuda Soloveitchik qui a fait une longue introduction sur Torah Sheba'al Peh, puis Gezerot Chachamim et puis Réponsa pour justement profiter de ce shiur. Voilà, voilà. Razak. Merci beaucoup, Vivi. Bon, moi, je suis arrivée en cours de route. Il faut absolument que je rattrape. J'avais un rendez-vous avec Michaela qui a pris trop de temps. Avec plaisir. Avec plaisir. Hatzlacha Rabba à tout le monde. Razak, Vous avez merci. des autres inspirations ici, les shiur, n'hésitez pas à le mettre dans le groupe. Et tout ce que tout le monde a comme idée créative, n'hésitez pas à le partager. Hatzlacha Rabba à toutes. Razak, merci beaucoup.